Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. Une tête et un but. Alors à peine le temps de souffler, voici le premier but pour l'équipe de France. C'est un but sensationnel, marqué par les Français. Guillou félicite, j'ai l'impression que c'est la tête de Lacombe, mais j'aurais besoin de confirmation. Bernard Lacombe, j'ai envie de vous dire une fois de plus, c'est une partie de mon enfance qui se casse par la fenêtre. Une fois de plus, je suis triste, on est triste. Bernard Lacombe, c'est Didier Six, c'est Henri Michel, c'est Michel Platini, Luis Fernandez, Alain Giresse, Dominique Baratelli, c'est aussi Dominique Rocheteau, c'est Michel Hidalgo, pour ne citer que. Je suis sûr qu'en moins de 2 minutes, on peut tous les citer. C'est aussi cette voix, Thierry Roland, toute une époque formidable, où le foot était à sa place, un jeu. Enfin, avec mes yeux d'enfant, je le voyais comme ça. J'ai cette chance d'avoir toujours le même regard sur mon sport, et c'est sûrement grâce à tous ces joueurs de la trempe de Bernard Lacombe que j'aurai 14 ans à vie. Tous ces souvenirs qui m'animent font que je suis amoureux du football. Comme l'a dit mon ami Mansour, le football, c'est l'intelligence en mouvement. Bernard nous a fait rêver avec ces mouvements. Alors, j'ai pas envie de m'éterniser sur un trop long discours. On embrasse bien sûr toute sa famille et j'ai juste envie de dire merci Bernard. Sud Radio, les vraies voix du foot. On a démarré sur un hommage à un grand joueur. Je vais vous demander tout de suite votre avis, Eric, Pierre. Je suis toujours accompagné de la même équipe, Max à la réalisation. On est tristounet, bien sûr, d'avoir perdu Bernard Lacombe. Comme je le disais, c'est notre enfance qui se casse un peu. Eric. Bonjour mes amis, oui c'est vrai, bon, on est de la même génération tous les deux. Tu penses bien que moi aussi j'ai été bercé avec la Coupe du Monde, avec ce but magnifique. Puis j'ai revu ces images tout à l'heure. Il y a un truc qui m'a marqué, c'est Henri Michel, avec qui j'étais très très ami. Quand je boxais, il venait me voir boxer, on avait une proximité tous les deux. Et c'est quelque chose qui m'a évidemment bouleversé. Et c'est vrai qu'on se rend compte que tout fout le camp en quelque sorte. Et notre génération à nous, voilà, c'est terrible. Et cet hommage que tu as fait tout à l'heure, enfin à l'instant là sur Bernard, elle est extraordinaire, elle est magnifique. Bravo pour ce que tu as fait. C'est juste, voilà, fallait à tout prix en parler. Pierre est la génération d'après nous, mais t'as connu aussi. Ouais, ça n'empêche pas de savoir qui était Bernard Lacombe. Alors peut-être le plus grand de l'histoire du club, ça c'est pas moi qui le dis, c'est Juninho, la légende lyonnaise qui a réagi, que Bernard Lacombe avait fait venir en 2001 en provenant de Vasco. Alors Bernard Lacombe, donc je l'ai pas vu jouer en direct forcément, ce but contre l'Italie. Alors la France perd contre l'Italie, mais effectivement il marque très tôt dans le match face à l'Italie de Paolo Rossi, qui sera Ballon d'Or quelques années après notamment. Bernard Lacombe, ça a été une légende. Je sais ce qu'il a représenté encore une fois, d'un point de vue régularité, surtout une carrière en club incroyable. Je sais pas si on pourra développer tout à l'heure, mais il a marqué partout où il est passé. C'est une légende à Lyon, dans le sens où il a été un très grand joueur. C'est le 3e meilleur buteur de l'histoire du club, après le petit prince de Gerland, Fleury Ginalo et Alexandre Lacazette. Et après, il est revenu à Lyon en tant que dirigeant. Il est dans le cœur des Lyonnais, bien qu'il fasse partie des rares qui ont fait Saint-Etienne après Lyon directement. Il a fait une saison à Saint-Etienne, les gens l'oublient un peu. Il a surtout marqué Lyon et Bordeaux, où il a étoffé son palmarès. Là-bas, 3 fois champion de France, enfin une légende. 2e meilleur buteur de l'histoire du club derrière Giresse. Enfin, c'est un monument qui nous a quittés. Et d'un point de vue dirigeant, il restera comme le bras droit inséparable de Jean-Michel Aulas. Il a fait partie des 7 titres d'affilée. Il a initié ça parce qu'il a été entraîneur de Lyon pendant 4 ans avant de lâcher la main à Jacques Santini 2 ans avant le premier titre, le premier des 7 titres lyonnais. Il a fait venir Michael Essien, Edmilson, Juninho. Ça a été un grand monsieur, et je mesure aussi, vu les réactions qui c'était, et c'est une grosse perte pour le foot français, quoi. Ouais, Eric. J'ai un souvenir de monsieur Bernard Lacombe. Quand j'étais préparateur physique à la SCAN, il était intéressé par un joueur qui s'appelait Michael Poté, qui était attaquant, qui jouait sur le côté droit, et il était venu, et puis à l'époque il avait demandé à Michel Dussuyer, André Mitrano, qui était Michel Dussuyer entraîneur de la SCAN, d'aider à Mitrano entraîneur de gardien et moi préparateur physique, ce qu'on pensait de Michael Poté. Et donc il était intéressé par ce joueur, j'avais échangé avec lui, et j'avais trouvé quelqu'un d'une simplicité et d'une connaissance totalement extraordinaire. C'est ce qui ressort, tous les gens, tous les hommages. Alors, c'est souvent comme ça, quoi. Quelqu'un décède, tout le monde se jette au balcon. Mais... Non, mais c'était vrai, parce que là, quelqu'un d'attachant. Voilà, attachant, qui avait beaucoup d'humour. Et avec une grande personnalité. Ouais. Maxime, tu voulais nous dire un mot sur Bernard Lacombe? Tu fais aussi partie de la génération de Pierre? Oui, moi je suis la génération après. Je l'ai connu essentiellement en tant que dirigeant de l'Olympique Lyonnais, moi Bernard Lacombe, mais je connais l'histoire de mon club, les Girondins de Bordeaux, et je sais que c'est qu'il a fait partie de la plus grande
page de l'histoire de mon club, et pour ça, cet hommage qu'on lui rend ce soir est plus que bienvenu, et je voudrais remercier pour tout ce qu'il a fait pour le club et puis même pour le foot français en général. Ouais. Il a passé 8 ans à Bordeaux, et comme Maxime a raison de le préciser, il a vraiment marqué le club. Alors aujourd'hui, il sera peut-être plus estampillé à Lyon, d'autant qu'il est passé dirigeant pendant près de 20 ans, donc aux côtés de Jean-Michel Aulas. Je crois qu'il est parti en 2019. Il a été conseiller technique, etc. Mais à Bordeaux, il a vraiment lancé quelque chose. C'était au prime de Bordeaux des années 80, tout à fait. Sur le banc, le quatuor magique avec Tigana Giresse. Ouais, absolument. Toute cette période-là, des années 80, les Girondins de Bordeaux, c'est l'histoire de Bordeaux qui s'en va, et on est un peu triste, en tout cas. Et l'histoire du football français aussi, quelque part, t'as raison. Un des premiers, enfin pas le premier, mais un des premiers numéro 9 extraordinaire. Depuis, le poste a évolué. J'ai entendu des confrères en parler. Effectivement, le poste, il a évolué. C'est plus le même jeu. Non, mais nous, en plus, c'est notre génération. Voilà. Nous, on a commencé à regarder le football comme ça. C'est notre enfance. Le but pour les auditeurs, là, qu'on a l'image en tête, c'est le premier but, 32 secondes, je crois, contre l'Italie en Coupe du Monde. Un peu plus, mais oui, 38 ou 32 de mémoire. Mais Didier Six, il fait un débordement côté gauche. Il centre et il claque de la tête. Voilà, c'était. Voilà. Contre l'Italie, un gros sécurité. Et c'est marrant parce que je me rappelais du but, je me rappelais de l'action, mais quand j'ai revu tout à l'heure un petit peu, parce que ça passe en boucle automatiquement chez les confrères, et j'ai revu Henri à l'intérieur de ce match, Henri Michel, et ça m'a bouleversé. Ouais. Franchement, ça m'a bouleversé. C'est ça, c'est toute une époque, c'est toute une génération. On a la chance d'avoir connu ça. Ouais. Voilà. Mais il marquera malgré tout l'histoire, parce que j'étais sur les chiffres tout à l'heure, c'est quand même le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Ligue 1, enfin qui était la division 1. Il y a évidemment Delionis qui est devant, et lui il restera, je pense qu'il sera jamais égalé, ou du moins pas avant très longtemps. Bon, c'est vrai qu'il a jamais joué à l'étranger, mais Bernard Lacombe, il faut se rendre compte de l'attaquant complet que c'était. Il pouvait jouer aussi très bien sur une aile, et ça a été, il a marqué les grandes heures de Bordeaux, comme a dit Maxime, et évidemment de Lyon. Et encore une fois, lui, il était vraiment très attaché à Lyon, au point de faire des miracles quand il est revenu. Et Jean-Michel Aulas a à juste titre exprimé sa grande tristesse, puisqu'ils étaient vraiment un binôme. Et Bernard Lacombe, il parlait jamais pour rien dire. Ouais, c'est ça. C'est ce que disent les gens. Tous les témoignages, ils concordent. Il parlait pas pour rien dire. Il était ressenti comme un père. Sonny Anderson était affondu en larmes chez nos confrères, parce que c'est une deuxième fois la perte de son papa. C'est pour dire l'attachement et la personnalité. Je le mets un peu à la même hauteur que Georges Beretta, que j'ai bien connu à Saint-Étienne, qui était aussi un buteur magnifique, qui a joué à Saint-Étienne, à Marseille, etc., et qui a été international. Et c'est cette époque-là de notre génération où nous, on se calquait un peu sur eux. Ils nous ont fait rêver, ces gens-là. C'est ça qui est important. Et Georges Beretta est parti l'année dernière aussi, et ça m'a évidemment beaucoup bouleversé. Il arrive, faut pas oublier, vas-y. Quand Bernard Lacombe, j'allais oublier, quand il arrive à Lyon, donc l'après-carrière, il finit sa carrière de joueur en 87, et Jean-Michel Aulas, qui est tout jeune, tout frais président de l'OL, il se dit, pour le club qui descend en D2 à ce moment-là, qu'il faut bâtir avec les piliers du club, les piliers de la ville même. Donc il nomme Bernard Lacombe en tant que directeur technique, Raymond Domenech en tant qu'entraîneur, ça vaut ce que ça vaut, mais le binôme va faire que Lyon va remonter, et ensuite ils vont se construire au fil des années 90 jusqu'à ce que Bernard Lacombe initie les fameux 7 titres d'affilée au milieu des années 2000. Donc c'est vraiment un monument. C'est vrai que les jeunes, ils se rendent peut-être pas très bien compte de ce qu'il était, mais voilà, malheureusement c'est monument du foot français. On va libérer Théo, on a Bastien Aubert. Bastien, tu es avec nous? Oui, il arrive. Il arrive. On va voir Bastien Aubert. Il est là. Attends. Il est là. Il est dans le train. Il est avec nous. Voilà, normalement il est là. Je suis là. Salut Bastien, avant de te donner la balle, je fais juste un petit aparté. Théo est dans le studio avec nous pour nous donner les 2 questions du jour, parce que on est tout de suite parti à parler comme des passionnés, des gens qui ont vécu un trauma avec la perte de Bernard Lacombe. On est tout de suite parti à parler de ça, mais Théo va nous donner les 2 questions du jour sur lesquelles peuvent voter les auditeurs sur Twitter, sur X. Oui, bonsoir à tous. Alors ce soir, vous l'avez dit Mauricio, 2 questions. La première, les équipes européennes devraient-elles refuser de participer à la Coupe du Monde des clubs? Pour l'instant, vous êtes 62% à répondre non, contre 38% à nous dire oui. Et deuxième question, le PSG est-il déjà le grand favori de cette Coupe du Monde des clubs? Là, c'est un peu plus serré. Vous êtes 56% à nous dire non, contre 54% à nous dire oui. Il y a un truc là, 56, 54. 56, 44, c'est bon.
56 plus 44. Quelqu'un a un téléphone? J'avais entendu 56, 54. Non, voilà, un petit peu de bonne humeur dans ces minutes tristes. Tu reviens nous faire un point tout à l'heure, Théo. Ça va autrement, t'as passé une bonne semaine? Écoute, là, depuis 2 semaines sans toi, c'était compliqué, hein. Ah, merci. Oh là là là. Je sens du charri. Il y a du plaçage. Alors, Bastien, on se revoit tout à l'heure. Tu viens de nous faire un point, Théo. On a Bastien au téléphone. Tu veux nous parler un petit peu, Bastien, de Bernard Lacombe? Oui, complètement. Alors, figurez-vous que Bernard, je l'avais régulièrement au téléphone, un mec très intéressant, toujours très accessible, un mec adorable. Moi, chaque fois que je l'avais au téléphone, vous savez, ça fait partie de ces genres de gens qui vous disent qui n'ont pas le temps de répondre, mais avec qui vous restez une demi-heure au téléphone. Exactement partie de ce genre de personnes et toujours très intéressant. Alors après, j'allais grappiller un petit peu 2-3 infos quand il était dirigeant de l'OL, mais voilà, j'insiste, c'était un mec très sympathique, très accueillant. Et honnêtement, je pense à Bafétini Gomis qui est considéré comme un père spirituel et qui doit avoir une sacrée tristesse aujourd'hui, mais comme je pense l'ensemble du football français, parce qu'encore une fois, on perd quelqu'un de grand, me semble-t-il. Ouais. C'est un monde qui s'écroule. Voilà, à chaque fois c'est pareil. On fait tous les hommages qu'on peut. C'est déjà une très belle chose. Après, voilà, on peut pas revenir en arrière et on en a profité. On a connu ça. Moi, je suis positif toujours. On a connu Bernard Lacombe. On a connu l'Équateur magique en France. On pourrait citer plein. On a connu une belle époque de football. Voilà. Là, surtout que ça semble être des valeurs, alors je veux pas faire le rabat-joie, mais qui se perdent un peu. Lacombe, c'est 9 ans de joueur à Lyon, 8 ans à Bordeaux. C'est rare maintenant de faire des carrières comme ça et de marquer des clubs. Dans une autre époque footballistique, qui est devenue une époque financière footballistique. C'était pas le cas avant. Avant, il portait un ou deux maillots. Maintenant, ça n'a plus rien à voir. Voilà. C'est vrai que quand on repense, la petite anecdote sur Platini qui fait une pub c'était pour comment ça s'appelait pour Fruité. Fruité, c'est plus musclé. Et il avait gagné, je sais plus, 300 balles, je crois, 300 francs, il avait partagé avec toute l'équipe. On est quand même loin de tout ça. Voilà. Bastien, on est très content d'avoir rendu hommage à Bernard Lacombe. On va essayer d'enchaîner, de positiver, de revenir au football. Bastien, c'est toi qui vas ouvrir les portes avec le mercato. Est-ce que ça bouge du côté de l'OM? Alors, figurez-vous, mes amis, je ne sais pas ce qui se passe. Je pense que c'est la chaleur qui a un petit peu paralysé un petit peu tout le monde à Marseille. Il ne se passe rien en ce moment à Marseille. Alors, je sais que ça travaille en coulisses. Il y a eu 2 joueurs qui sont quand même potentiellement, qui ont signé officiellement. Angel Gomez et CJ Eganrele. On en avait parlé la semaine dernière. Donc là, c'est officiel. Mais au niveau des rumeurs, ça part un petit peu dans tous les sens. Ça s'est un petit peu calmé ces derniers jours. Donc, rien de gros à vous signaler. Par contre, il y a pas mal de mouvements en Ligue 1, notamment Moses Simon qui va signer au Paris FC. Il arrive de Nantes contre 7 millions d'euros. Je pense que c'est un très joli coup personnellement pour le PFC. Sur ce coup-là, ils ont été plutôt bons. Ouais, sachant que super joueur. C'est un super joueur. Moi, j'aime beaucoup. Il tenait Nantes clairement à bout de bras. Donc, je pense que c'est un super coup. Après, il y a pas mal de rumeurs. J'imagine que Paul Pogba, vous avez bien dû voir qu'il va pas tarder à signer à Monaco. J'en ai entendu parler. Est-ce que c'est une rumeur? Cette opération, oui, c'est une rumeur très concrète. Très honnêtement, ils sont d'accord. Ils attendent un petit peu le temps de tout ficeler, mais ça semble très bien parti. Donc, je pense qu'on va être tous un petit peu intéressés par le retour de Pogba en France. Ouais, mais on en avait déjà parlé. Désolé, je te coupe, mais ça va revenir à tout le temps le même problème, la même question. Monaco, c'est faute de mieux. On peut pas dire que l'ambiance à Monaco soit très chaude et corresponde. Je sais pas. J'espère pour Pogba. Je pense qu'il va y aller, mais de là à dire si ça va réussir, je ne sais pas. Rappelons qu'il a pas joué depuis 2 ans. Et quand on voit qu'il y a que Monaco, moi je suis un peu inquiet sur son niveau. Monaco, excuse-moi. Monaco, ça reste Monaco. C'est pas mal. Même s'ils sont mutés dans les tribunes. Non, mais attends, ça peut être une bonne pioche pour Monaco. Attends un petit peu. Il faut laisser un petit peu. Je leur souhaite, mais à mon avis, lui, ça a été un peu le cas de Rabiot, bon, qui au final a fait une saison plus que correcte à Marseille, mais je pense que voilà, il s'attendait pas à rentrer en France, et s'il rentre, je lui souhaite de réussir à Monaco. Mais moi, je pense qu'il va être revanchard. De Ligue 1. Moi, je pense qu'il va être revanchard. Oui, parce que un champion, ça reste un champion. Je pense que s'il lui donne sa chance, vous allez être surpris. Je pense. J'attends que ça d'être surpris. Après, on parle de Donnarumma aujourd'hui ou... Attention. Attends, il a préparé. Alors Donnarumma, vas-y Bastien. Il
y a une réunion qui doit avoir lieu cette semaine avec son agent Enzo Raiola. Mais il est très 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 gourmand, notre ami italien. Alors je pense qu'il a pris conscience de son statut, mais effectivement il demande beaucoup d'argent en termes de salaire. Je pense que ça va se faire très très honnêtement, parce qu'il a fait quand même une saison remarquable, il faut le dire. Moi qui n'étais pas forcément son premier fan, je tiens à souligner qu'il a été excellent cette saison, notamment en Ligue des Champions. Mais je pense que la réunion, elle va avoir lieu d'ici samedi, je dirais. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt bien parti. Comment ils sont sur la Canebière là-bas avec la victoire du Paris Saint-Germain contre l'Atlético? Tu as déjà posé la question. Non, c'est du harcèlement. Non, c'était pas contre l'Atlético. Non, comment ça s'est passé suite à la victoire contre l'Atlético? Oui, mais monsieur, il faut suivre un petit peu l'actualité. On ne regarde plus du tout du foot ici, les amis, sachez-le. Ils ont décroché complet. De toute façon, à Marseille, ils aiment pas le foot, ils aiment l'OM, je crois. Ils aiment Ils aiment pas le foot, ils aiment l'OM à Marseille. Ils aiment le vanne de Max. Tous à la plage en ce moment. Voilà. Bastien, tu me disais en off que peut-être un Tour de France, tu as d'autres infos sur d'autres clubs au niveau mercato, ça bouge un peu? Mais écoute, c'est surtout à l'international que j'ai pas mal d'infos. Pour le coup, j'imagine que toi, le supporter napolitain, a dû voir que notre ami... Ah bah, il y avait longtemps. Ah bah, c'est parti, Napoli. Avec Naples. Oh là là, bon, ça s'arrête donc jamais. J'y ai droit tous les mercredis au Napoli. C'est vrai qu'il y a Don Sancho qui discute avec Naples en ce moment. Alors c'est un petit peu surprenant, je cache pas. Qu'en penses-tu, toi, tonton? C'est une recrue que tu accepterais dans ton club? Oui. Après, je suis très vigilant parce que on nous annonce Garnacho, il est Conte, il est sur 3. Non mais c'est vrai, Conte, il est sur 3 joueurs anglais. On est sur l'attaquant qui m'échappe là de l'Atalanta Bergame, Lookman. Voilà, on annonce. Moi, je suis très prudent. J'ai pas envie de raconter la messe. Et voilà. Mais après, tu sais, à partir du moment où tu as un président intelligent, ce qu'on a, un entraîneur intelligent, titré, pas besoin de faire le palmarès de Conte. À partir du moment où Conte veut un joueur, tu peux être sûr qu'il va l'inclure dans son système de jeu. Et pour la Coupe du Monde des clubs, vous êtes bien en place. Vous êtes très bien pour la gagner. Ils sont tout frais là. J'ai pas eu le temps de te prévenir, Bastien. Eric est venu avec des vannes. Après, l'avantage de Conte, c'est pas dit qu'elle soit bonne, c'est ça? Non, mais au moins il tente. On prime à l'audace. Bravo, Eric. Après, ce qu'on peut mettre au crédit de Conte, c'est d'avoir intégré les joueurs britanniques. On l'a vu cette saison avec la saison qu'a fait McTominay, Gilmour. Alors Lukaku avait déjà joué en Italie, mais aussi il a quand même un physique de mec pour jouer en Angleterre. Et là, voilà, qu'ils aillent sur Sancho, peut-être sur Grealish aussi. Bon, Garnacho, on va voir. Ouais. Mais c'est intéressant de voir que Conte se rabat sur des joueurs britanniques. C'est rare en Italie. Ouais, non, mais il est dans le futur. Conte, on a un des plus grands entraîneurs. Donc il est dans le futur. On peut lui faire peut-être même le plus grand. Oui, Pierre. Il mesure combien? Mais c'est pas un sujet sur le Napoli quand même, les clubs. Parce que là, vous repartez. Allez, Bastien, tu vas nous énerver, Eric. Allez, une autre info, un autre transfert. Une dernière, le Barça est très proche de faire Nico Williams, l'ailier de la Bilbao. C'est un sacré coup, sachant que c'était pas forcément le plan A de base. Donc c'est très chaud, honnêtement. Ce que je sais, l'accord est total depuis vendredi dernier. Je te coupe 2 secondes. L'été dernier, c'était déjà le cas. On avait l'impression qu'il allait signer. Chaque été, on dit que le Barça est sur lui. Après, il y a peut-être un montage financier à faire parce que c'est vrai que le Barça, c'est pas tout vert les finances, mais clairement, c'est la pièce manquante qui leur manquerait, sans faire d'injure à Rafinha qui est sur l'autre côté. Mais bon, Nico Williams et Lamine Yamal en Ligue des Champions, je pense qu'on est beaucoup à vouloir le voir. Ouais. L'image de tous les deux, moi, je l'ai déjà raconté. J'ai déjà raconté cette image. Ils gagnent l'Euro avec l'Espagne et ils font un PFS à la fin, un pierre-feuille-ciseau pour celui qui va boire dans la gourde. Ben oui, mais c'est ça mon football. C'est ça le football, c'est un jeu. Il faut qu'on s'amuse. Il y a un enjeu, il y a de l'argent. Attends, ils ont 15 ans. Attends, Yamal, il a 15 ans. Donc non, mais il y a pas de souci. En même temps, ils sont encore étudiants. Bastien, on va te remercier d'avoir été avec nous. Oui, un dernier petit point. Là, je vous invite à regarder en fond sonore le Real Madrid qui fera la première de Xabi Alonso joue contre Al Hilal au Mondial des clubs. Donc moi, je vais regarder parce que je suis très Real Madrid. Donc voilà, c'était pour vous dire le petit truc qui va bien à la fin. On va parler de la Coupe du Monde des clubs. Tu sais qu'elle passionne Eric Blondel. Donc, enfin, un sujet où on va être d'accord. Il loupe pas un match, il se lève la nuit, il me parle du WAC Casablanca. Je sais pas. T'as quitté le PSG. Je suis carbo, je suis sous vitamine C.
Marseille, j'en peux plus. Merci Bastien, notre partenaire de But Football Club, d'avoir été avec nous. Salut Bastien, à bientôt amigo. On te dit à mercredi prochain en visio. On espère t'avoir en visio. Oui, en visio, je suis en visio la semaine prochaine. Excellent. C'est Info Sud Radio. Voilà, Info Sud Radio. Transfert. En direct du stade Vélodrome. Bon, on est bien. Voilà. Attention, t'as pris un engagement. Alors, est-ce qu'on enchaîne avec... Merci Bastien, à bientôt. Est-ce qu'on enchaîne avec la minute de Pierrot ou on enchaîne directement sur le mondial? Déjà la minute de mondial des clubs. Soyez pas pressés. La minute. De toute façon, on aura l'occasion d'en parler après, mais c'est vrai que on est dans une actu mondiale des clubs, donc notamment avec quelques résultats notoires en attendant l'entrée en liste du Real Madrid, comme a dit Bastien. Il y a le Manchester City qui a écarté tout à l'heure là. Ça s'est fini l'ogre du Wydad Casablanca. Voilà, c'était franchement un derby très attendu. 2-0 avec des buts de Foden et Doku. Donc Chelsea a fait respecter. Ouais, il y a que 2-0, ouais. Moi, j'ai quitté à 1-0. Ils ont marqué rapidement. Je m'étais arrêté à un des 10-0, des 4-0, tu vois. 2-0, c'est petit bras chaud. Attends, mais quand on va dire tout à l'heure, on va parler des autres scores, c'est pire que sans plus. Après, il fait très chaud en ce moment, mais voilà, ça rejoint les clubs européens qui ont. Ils ont pas tous imposé leur loi. Donc Chelsea s'est fait respecter en battant le Los Angeles FC de Giroud et Lloris notamment 2-0. Mais il y a eu quelques petites de surprises, on va dire, pas des déceptions, parce que je pense que les clubs européens ils font pas de cette compétition une priorité. Mais Dortmund, certains clubs européens ne font pas. Certains clubs, effectivement. Parce que je pense que le Real ils vont la jouer à fond. On verra ce soir du coup contre Al Hilal. Je commence les petites surprises avec le finaliste malheureux de la Ligue des Champions, l'Inter Milan, où c'était la première de Christian Chivu, l'ancien joueur, le Roumain qui remplace Simone Inzaghi, qui s'est fait accrocher par les Mexicains de Monterrey. C'est Lautaro Martinez qui a égalisé, qui avait répondu à un but de la tête sur corner de Sergio Ramos, un air de déjà vu pour l'ancien défenseur madrilène à 39 ans, qui est toujours bon dans les airs. Un partout, score final. Autre déception, c'est Dortmund qui a eux aussi été accroché par Fluminense. Tout à fait, le Fluminense de Thiago Silva, alors que ce sont les Brésiliens. Je trouve que c'est moins choquant. Le nul de Dortmund, il est choquant, mais le nul de l'Inter hier, c'est monstrueux. Après, on l'avait déjà sur l'intérêt, et je viens de le dire que les Européens, ils les jouent peut-être pas tous à fond, mais il faut savoir que vraiment, là en plus, on parle de clubs brésiliens et mexicains, et les Sud-Américains, les américains, enfin du continent américain, ils la jouent vraiment à fond. Pour eux, c'est vraiment dans leur gène. Alors la Coupe du Monde des clubs, elle existe pas que depuis un an, elle existe depuis longtemps, c'était sous d'autres formes. Mais il faut savoir que pour les clubs, notamment brésiliens, c'est vraiment et argentins, c'est vraiment une vraie culture. Flamengo, en 81, ils battent Liverpool, le Flamengo de Zico et Carlos Moser notamment, ils battent le Liverpool de Dalglish 3-0. C'est en 81, et pour eux, c'est l'équivalent de leur Marseille 93. C'était pas une organisation de tournoi. Non, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est dans les gènes, et même Carlos Bianchi, l'illustre Carlos Bianchi avait battu le Grand Milan de Capello en 94 avec son club de Vélez, et Capello a dit ensuite que son plus grand regret de carrière, c'était cette finale il était un piper continental, je sais plus quel était le nom exact, alors que c'était que sur un match, c'était pas ce système de poule. Donc je pense que les Européens, quand tu dis que c'est surprenant, je suis pas tout à fait d'accord. L'Inter Milan, la saison, ils ont été rincés jusqu'au bout. Oui, mais justement, t'as le moyen d'un seul coup de rebondir. Tu vas faire cette Coupe du Monde des clubs. Pour un club qui a tout loupé, c'est le moment de sortir la tête de l'eau. Ouais, ça pourrait. Après, Eric nous avait parlé aussi de l'aspect physique. Là, on voit les stades, il fait super chaud. Il y a pas de toit. C'est bon ça. Joue pas, on coupe tous les 20 minutes, rafraîchissement. Les mecs c'est pour ça que je te taquine que t'aimes pas la Coupe du Monde des clubs, mais c'est vrai qu'on voit quand même des matchs un peu ralentis. Non, mais c'est pas ça. C'est que c'est bon. Pour moi, je l'ai dit la dernière fois, c'est la Coupe du Monde de l'argent. Voilà, c'est ce que j'ai dit la dernière fois. Par contre, j'ai dit une sacrée connerie parce que j'ai pensé, parce que on en dit aussi, et moi le premier. Non. Et j'ai pensé, si. Attention, faites très attention. Mais j'ai dit une connerie parce que j'ai pensé que le Paris Saint-Germain sur le premier match, il ferait tourner. Et qu'en fin de compte, il allait donner beaucoup plus de temps de jeu à ceux qui jouent pas dans l'année. Bon, il y a que Dembélé qui jouait pas. Donc, si tu veux, je sais pas comment ils arrivent à la calculer dans leur programme. Je pense que je me suis trompé. Ils veulent vraiment la jouer à fond. Mais pour moi, celui qui va la gagner, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça que ça sera le meilleur club du monde. Ouais. Parce qu'il te manque beaucoup de clubs anglais, il te manque le Barça, il te manque beaucoup de grands clubs. Comme ça tient pas pour moi. Tu sais que moi j'ai repensé à ce qu'il disait Max la semaine dernière, qui a fait une très très bonne intervention au-delà des très très bonnes vannes qu'il fait, Maxime Baffy. C'est qu'il a dit, elle a pas je sais plus comment t'as formulé ça, elle a pas le vrai mérite parce qu'il n'y a pas eu de qualif.
Ils sont là parce qu'ils ont fait une bonne saison il y a 2 ans, l'année dernière. Je faisais la comparaison avec la Coupe du Monde de la FIFA des Nations où c'est l'aboutissement de 2 ans de 2 ans de qualification. Un aboutissement. Alors que là, c'est pas un aboutissement. Ouais, je suis d'accord. C'est un peu un ovni, d'autant que on va dire les critères de sélection sont basés sur l'indice UEFA. Alors c'est un peu complexe. C'est pour ça qu'il y a Salzbourg, le club autrichien, qui est le seul club autrichien. Les Brésiliens. UEFA de quoi? On n'y comprend rien. En fait, c'est basé sur les performances en Ligue des Champions des 4 dernières années, tout en ajoutant la condition qu'il faut pas qu'il y ait maximum 2 clubs par pays. C'est pour ça que le Barça et Liverpool n'y sont pas notamment. Enfin, c'est très compliqué. Je veux pas endormir tout le monde, mais voilà, c'est très complexe. C'est un peu expérimental. C'est expérimental. Peut-être qu'ils vont bouger ça. Mais essaye pas de comprendre, tu vas pas y arriver. Ah oui, non, mais c'est vrai que c'est impossible à comprendre. T'arrives avec l'année des infos et puis des fois elles sont erronées, donc on veut pas les diffuser. Termine. Oui, donc j'étais sur donc les sortes de déceptions. Donc Dortmund, on l'a dit, on fait 0-0 contre Fluminense. Dortmund, d'autant que dans l'autre match, dans le choc opposant les Mamelody Sundowns contre les Coréens d'Ulsan, il y a eu 1-0 pour les Sundowns, mais si j'en parle, c'est pas pour le terrain, c'est parce que au sifflet, c'était Clément Turpin, l'arbitre central, et qui dit Turpin, arbitre central, dit qu'il s'est forcément passé quelque chose, puisque à la 83e minute, parce que le gardien des Sundowns avait le penalty pour Lyon et pour le Real Madrid, à la 83e minute, il y avait 1-0 pour les Sud-Africains, le gardien avait la balle dans les mains et a mis beaucoup de temps à dégager. C'est à ce moment-là que Clément Turpin est intervenu et a donné un corner au Sud-Coréen. Oui, mais ça, c'est la nouvelle loi. Tout à fait. Donc, c'est le premier. C'est le premier à la loi. Exactement, mais c'est le premier. C'est à noter, parce que peut-être les gens ne le savent pas déjà. Avant, les arbitres, c'est vrai que la règle, c'était plutôt de donner un coup franc indirect, quoique c'était pas souvent utilisé, ça aussi. Le gardien prenait tout son temps, et là, pour gain de temps, il a donné un corner. Donc, c'est effectivement la nouvelle loi. Quand un gardien garde le ballon en main plus de 8 secondes, l'arbitre est en droit de donner un corner à l'équipe adverse. Donc, c'était la première fois. C'est avec le Français Clément Turpin. Je voulais juste le signaler. Je ne veux pas vous parler du match, qui était assez soporifique. Toujours côté disciplinaire, l'arbitre de Boca Junior Benfica a lui eu beaucoup plus de travail. Il y a eu 2 partout. C'était un beau match pour le coup. Il y a eu beaucoup de spectacles. À la fois en tribune, sur le terrain, c'était plus électrique. Il y a eu 3 cartons rouges de sortie, dont un pour l'Espagnol ancien parisien Ander Herrera, qui était sur le banc de touche quand il l'a pris. C'est pour dire la tension. Les Argentins qui menaient 2-0 et qui se sont fait rejoindre de partout. On va y revenir sur. Je vais couper parce qu'on va marquer la première page de pub. on va y revenir sur Boca parce que Boca Junior, c'est le club du plus grand joueur du monde, Diego Armando Maradona. Première page de pub et on revient tout de suite. Restez avec nous sur les vraies voix du foot. Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. Vous êtes de retour avec nous sur les vraies voix du foot. On a fait une présentation un petit peu particulière tout à l'heure en rendant un grand hommage à Bernard Lacombe qui est décédé. Et donc j'ai pas pris le temps de vous présenter Pierre Grégoire, vous connaissez, Maxime à la réalisation, Éric Blondel, Théo qui va nous faire un point dans 30 secondes, même pas sur les 2 questions du jour. Et on est aidé dans ce public. Voilà, moi je suis une tombe, je répète rien, on est aidé. Voilà, on a 2 princesses et on a Théo et Angelo, voilà, qui sont là, qui nous soutiennent, qui nous donnent de la force. On est très content qu'ils soient là. Peut-être on vous les présentera. C'est pas sûr. On a un beau public. Voilà, on a un beau public. Théo, avant de redonner la parole. Et là-bas, il y a un air de famille sur la droite. Il y a un air de famille sur la droite. Voilà, mais on dirait les petites filles qui ont paix. Alors, Théo, les 2 questions du jour. Alors, ce soir, 2 questions. Les équipes européennes devraient-elles refuser de participer à la Coupe du Monde des clubs? Vous êtes toujours 61% à nous répondre non, contre 39% à nous dire oui. Et deuxième question, je remonte tout doucement. Le PSG est-il déjà le grand favori de la Coupe du Monde des clubs? Alors là, pareil, ça n'a pas trop bougé. Toujours 54% pour le non, contre 46% pour le oui. Voilà, là on est d'accord sur les chiffres. Là, c'est bon, le compte est bon. J'avoue, j'ai réécouté, j'ai dit 54. Alors, il est là. C'est qui le patron, hein? Allez, on enchaîne avec. J'ai coupé Pierre tout à l'heure. Tu reviens nous faire un point tout à l'heure, Théo. Merci à toi, t'es revenu exprès pour la fin. Voilà. Tout à l'heure, je t'ai coupé, Pierre. On commençait à parler. On va pas recommencer la minute. Je l'ai coupé, il est en train de dire, mais il est extraordinaire, lui. Non, mais il fait pas une deuxième mi-temps aujourd'hui, c'est pas la Coupe du Monde des clubs, n'en dégoûte pas les autres. Oh, c'est une blague. Qu'est-ce que tu fais? C'est l'émotion. On parlait de Boca Junior avec le plus grand joueur du monde, Diego Armando Maradona. Pour finir sur ça, effectivement, c'était un match qui était suivi. Maradona, non, il n'était pas sur la feuille de match. Il faudra voir pourquoi. Mais non, les Argentins qui menaient 2-0, il y a eu un penalty ensuite d'André Di Maria et l'égalisation d'Otamendi. Donc je le dis, il y a eu 3 cartons rouges, 2-2 pour les 2 équipes qui sont dans le groupe du Bayern Munich
qui a explosé Auckland, comme vous le savez sûrement le week-end dernier, 10-0 les amateurs d'Auckland et néo-zélandais. Donc Boca Juniors 2, Benfica 2. Il y a eu parmi les trois néo-zélandais, t'es sûr? Moi je croyais que c'était le champion. Il y a une cellule fact-checking dans cette zone-là. Et pour finir, Maurizio, alors parmi les 3 cartons rouges qu'il y a eu dans Benfica Boca Juniors, il y a eu un carton rouge pour un Italien. Bellotti, l'ancien joueur du Torino, qui devra faire bien mieux pour se rapprocher de la sélection nationale qui a, ça y est, c'est officiel, un nouveau sélectionneur. Voilà. Comme tu le sais. Gennaro Gattuso. Alors moi, j'ai exprimé plein de fois mes doutes et mes réticences quant à Gennaro Gattuso, qui selon moi n'est pas un bon tacticien. Quoi qu'encore une fois, on va me dire qu'il faut laisser sa chance au produit, mais on verra quand vous disputerez pas de 3e Coupe du Monde. Je regarde. Gattuso qui vient armé surtout, donc qui prend les rênes de l'équipe d'Italie, qui fait revenir Bonucci, Barzagli, ils étaient 3 avec Chiellini dans la fameuse défense infranchissable de la Juve. Donc c'est Barzagli et Bonucci qui viennent dans le staff. Gigi Buffon reste en place aussi. Et en plus de ça, il s'arme de Cesare Prandelli, l'ancien entraîneur en Italie, en Espagne notamment. Ouais, tout à fait, qui devient directeur technique, qui aura pour but de faire le lien avec la sélection et les jeunes. Alors c'est qu'il y a une génération italienne qui arrive. Prandelli qui a lui-même été sélectionneur de 2010 à 2014. Voilà, une petite révolution côté Italie. Qu'est-ce que t'en penses de moi, je suis super content. Moi, j'adore Gennaro Gattuso. Moi, c'est un meneur d'hommes. Est-ce qu'il les aura assez de fois dans l'année pour pouvoir travailler correctement et leur envoyer ce qu'il est capable d'envoyer? Ça, c'est pas le même métier. On en a déjà discuté. Ici, sélectionneur et entraîneur, c'est pas du tout le même métier. Il va déjà les avoir moins souvent que s'il était entraîneur d'un club. Mais il sait faire. Il a été international. C'est un joueur d'un certain niveau. Ouais, mais ça aussi, c'est pas le même métier. Il a été joueur, il a été un très grand joueur, mais... Ouais, mais il a quand même baigné, il a gagné la Coupe du Monde 2006. C'est très marrant, mais pourquoi tu veux pas lui laisser sa chance? Non, tu peux être aussi catégorique sur ce garçon. Il est pas convaincu, parce que ce n'est pas un bon entraîneur. Après, il y a des gens... C'est pas un bon entraîneur, on a tapé la Juve en finale de la Coupe il y a quelques années. Il n'était pas du tout convaincu des pieds de Donnarumma. Ça, toujours pas. Non, mais il y a des entraîneurs qui sont faits pour être des sélectionneurs de l'équipe nationale, ce que je lui souhaite. Peut-être qu'il se découvrira un petit peu. Oui, mais j'attends, mais j'ai le droit de dire que c'est pas un bon entraîneur parce que c'est le cas. Non, t'as pas le droit de dire que c'est pas un bon entraîneur. T'as le droit d'avoir un doute. Mais il faut pas d'avis sur le fait qu'il a pas été bon. Le fait qu'il soit passé, c'est qu'il devienne sélectionneur. Oui. C'est pas, il faut faire attention parce que, mais. Ils sont 2 métiers différents, ça, je l'accorde à Eric. Ça, c'est vrai. Donc, je lui souhaite d'être un bon sélectionneur, mais je pense qu'il ne sera pas un bon entraîneur. C'est un avis parce que je sais quand même par où il est passé. Il a un peu mis le feu partout où il est passé, à Marseille, à Valence. À Marseille, etc. tout le monde reste un an ou deux et s'en va. À Valence, au Milan, de toute façon, ça saurait si c'était non plus. À Naples, il a fait du bon boulot et je vous promets, vous pouvez retrouver les images. Je vais vous dire quelque chose de très important. On se fait voler régulièrement. L'année dernière, ça s'est un peu calmé. Mais on s'est fait voler, j'ai des images à l'appui. On est en train de parler de Gattuso, de la sélection italienne, tu reviens sur le Napoli. Mais parce que le portrait de Gennaro Gattuso, il est obligatoirement lié au Napoli parce qu'il a fait du bien à Napoli. Et il a été victime, je le dis haut et fort, il a été victime de matchs d'arbitrage déplorable. Et celui qui va en parler, j'ai des images à l'appui. Voilà. On va les passer. Non, mais Gattuso, il vient quand même là, il était dans le championnat croate. Ça saurait si les meilleurs entraîneurs du monde partaient en Croatie pour se faire la main. C'est le profil. C'est marrant de jeter la pierre à un mec comme ça. Moi, ça me... Non, mais il a son avis et au contraire, ça fait débat. Non, mais c'est pas son avis. Il est catégorique en disant que c'est pas un bon entraîneur. Si on prend le propos au pied de la lettre, c'est pas bon. Il faut laisser un peu de temps aux sélectionneurs déjà de se mettre en place. De voir un petit peu ce qui va et ce qui va pas, et puis on verra dans quelques temps. Il n'y a aucun entraîneur que tu trouves pas bon, que tu trouves zéro. Moi, tu sais, j'ai beaucoup de mal, qui ai travaillé longtemps dans ce métier, à juger, parce que on n'est pas à l'intérieur. Quand tu es à l'intérieur d'un club, tu te rends compte un peu des choses. Et alors, il y a les gens qui font. Ça permet de il y a des gens qui disent des choses. Et quand tu fais, c'est beaucoup plus difficile que de dire, tu comprends? Donc, j'ai un peu de mal avec ça. Tu veux éviter de tomber dans le cabinet du commerce. J'ai rien contre toi, il n'y a pas de souci. Mais là, faut faire attention. Pour aller dans le sens de Pierre, il a fait quand même 11 clubs en un peu plus de 10 ans de carrière d'entraîneur. Ouais, mais justement. Il a pas un. Bon, il y avait un 2 contre 1, il a voulu faire un 2 contre 2. Bon, j'ai compris. Bien joué, Maxime. Non, mais c'est juste les chiffres. C'est factuel. Il a 11 clubs. 11 clubs et il fait rarement plus d'une saison dans les clubs.
Voilà, parce que peut-être qu'au quotidien, c'est un Conte, Gattuso. J'ai pas besoin de vous décrire le personnage. C'est quelqu'un d'entier, c'est quelqu'un d'investi. Peut-être que, justement, en club, il performera moins qu'avec la sélection, parce que les sélections, ils arrivent, les gars. J'espère qu'il performera pas moins avec l'Italie qu'en club. Non, mais on sait pas. Il faut laisser un peu de chance. Moi, ce qu'il a montré jusqu'à maintenant, je dis ça, j'ai bien compris ton propos, mais ce qu'il a montré jusqu'à maintenant me fait dire que c'était pas un bon entraîneur. Sinon, on se bousculerait. Et son palmarès en tant qu'entraîneur, c'est uniquement la Coupe d'Italie en 2020. Oui, mais contre la Juve, ça vaut double. Ah oui, pardon. C'est comme si t'en avais gagné deux. Ça a été un joueur de malade, génération à Milan, ils sont finalistes en 2005, champions du monde, 2006. Ils accrochent la Ligue des Champions. Sélection italienne. Sélection italienne, Clarence Seedorf, Pirlo, milieu de malade. Finale, il doit prendre qui en finale? Il doit prendre qui? Au marquage. Attends, Gattuso, il doit prendre qui au marquage contre la France en finale? Zidane. Monsieur Zinedine Zidane. Oui, mais ça me parle, il est bon ce joueur. En prière, il a été à l'église avant ce match. Oui, non, mais voilà, d'un seul coup, quand il a appris qu'il devait prendre Zizou, voilà, il s'est, C'est pas simple d'entraîner ou de sélectionner, Pierre. Je te promets, c'est pas si évident que ça. Je veux bien le croire. Et encore une fois, je lui laisse la chance. J'espère qu'il va quand même amener l'Italie en Coupe du Monde. Mais ce qu'il a montré, je me répète, mais ce qu'il a montré. Il va pas nous sortir une troisième fois, quand même. En club, ce qu'il a montré en club. En plus, aujourd'hui, maintenant, les entraîneurs qui procurent des émotions, c'est comme des gens qui ont des idées, des tacticiens. Alors, Guardiola, il faut qu'il se renouvelle. Mais la saison qu'a fait Luis Enrique, Hansi Flick à Barcelone. Et je trouve que Gattuso est loin de tout ça. Il faut qu'il se renouvelle. Moi, là où je rejoins... Si, parce que le championnat d'Angleterre... Tu vas pas sur le dos de la cuillère. Guardiola, il faut qu'il se renouvelle. Ils vont pas faire la même... Ils peuvent pas se satisfaire de la même saison qu'ils ont fait cette année. Mais peut-être qu'il lui manque des éléments à l'intérieur. C'est peut-être pas lui le souci. C'est ça le renouvellement. C'est pas lui qu'il faut qu'il se renouvelle. C'est l'équipe, c'est le mode de travail. C'est pas lui. Mais justement, est-ce que c'est lui le taulier? Est-ce que c'est lui qui gère le recrutement? Est-ce que c'est lui qui donne son avis, qui l'impose? Moi, je pense pas ça. Je pense qu'il est en fin de cycle dans cette équipe. Et qu'il faut qu'il parte, parce que j'ai toujours pensé, et surtout maintenant avec le football moderne, que les entraîneurs avaient une durée de vie de 2 ans, 2 ans et demi, peut-être 3 terminés. Donc, quand tu restes le plus longtemps possible dans un club, c'est là que t'es en danger. Complètement. Surtout quand t'as réussi avant. Complètement. C'est très compliqué. Et l'entraîneur de l'Allemand de Liverpool, il l'a très bien compris, Klopp. Il a très très bien compris. Donc, ouais, c'est pas simple. Après, c'est les durées de vie, c'est 1 an pour Gattuso souvent. Et du coup, je peux te dire que quand je dis ça, c'est parce que quand je parle de renouvellement, c'est qu'en Angleterre en plus, il y a cette notion de manager où il contrôle pas vraiment uniquement le terrain. Le recrutement, c'est quand même lui qui le fait. Et quand je parle de renouvellement, il l'a fait puisqu'il a commencé à faire venir Ryan Cherki, Ryan Aït-Nouri et Reinders du Milan AC. Donc, quand je parle de renouvellement, c'est évidemment l'effectif. Je vois ce que tu veux dire, mais pour moi, il peut encore remporter des titres majeurs. Je pense faudra vraiment les surveiller la saison prochaine. On y viendra peut-être tout à l'heure avec les transferts, mais il y a des départs qui vont être... Il a pris beaucoup d'assurance quand même depuis qu'il est là. Il n'était pas comme ça au départ. Je pense que c'est à votre contact. Merci beaucoup. J'ai progressé. Non, mais voilà, il fait partir des éléments, là, il commence à avoir des départs sûrement à City. Donc, quand je parle de renouvellement, c'est le renouvellement d'effectifs et puis l'arrivée de Ryan Cherki, moi je suis vraiment triste que Gilles Favard soit plus là, parce que Gilles Favard avec qui on avait débattu de Ryan Cherki, voilà. Gilles, si tu nous regardes, Ryan Cherki, c'est une bombe atomique. Voilà. Pierre, ta minute est terminée, t'avais d'autres infos à nous donner? Non, j'étais parti sur l'Italie. Il a commencé à 20h25. Extraordinaire. C'est 28 minutes. Et alors aujourd'hui, il a fait que de me reprendre. Me couper, me reprendre sans arrêt. Voilà. Ici, on est parlons vrai. Voilà, il y a écrit partout, parlons vrai. Pas de souci. Voilà. Écoutez, monsieur Grégoire. Oui, j'ai pas de souci. Allez, on enchaîne sur la Coupe du Monde des clubs. Du coup. Ah bon? Allez, est-ce que t'as regardé un petit peu de match, Eric? J'ai regardé un match. T'as pensé quoi de Paris? Voilà. Alors, on va en parler après de Paris. C'est les Harlem Globetrotters du football actuellement. Voilà, tu peux pas les jouer. Ouais. C'est le Barça. C'est les Harlem Globetrotters. Ils sont impossibles à jouer. Tu peux faire ce que tu veux, ils sont impossibles à jouer. L'Atlético l'autre jour, je les ai pas reconnus du tout. Alors là, c'était extraordinaire. Les 2 défenseurs centraux, les Français, complètement à la rue. Et puis, le Paris Saint-Germain, ils ont déroulé, quoi, comme ils ont voulu. Ouais, c'est incroyable. C'est invraisemblable. Moi, j'avais un peu peur de l'Atlético. Je me disais, peur, c'est un grand mot, mais je me disais, une opposition un petit peu plus. Voilà, au moins une opposition. Là, il n'y a pas d'opposition. Il faut parler de la programmation de ce match aussi. À midi, à Los Angeles. Oui, mais ça, c'est valable pour les deux. Oui, pour les deux, évidemment. Mais
c'est injouable pour deux équipes pour un match de haut niveau tel qu'il a été présenté. C'est pour ça tel qu'on le veut dans ce genre de compétition. C'est pas possible de jouer sous 40 degrés pendant 90 minutes. Oui, mais c'est pour les deux équipes. C'est comme quand on regardait au foot quand on était môme, on avait joué sur un terrain boueux. Alors on avait joué sur un terrain boueux, pas les autres. Mais non, à un moment, tout le monde joue sur le même terrain. Les conditions. Moi, je te parle pour les deux équipes, évidemment. Là, on parle de la qualité du match. Ah oui, qualité du match, effectivement. Ça marque en marchant sur le PSG. Enfin, c'est pas normal, c'est pas un match de haut niveau. Oui, t'as raison quand même sur deux, trois trucs que j'ai vus, c'est que même à la 20e minute, il y a des joueurs du Paris Saint-Germain qui demandaient de l'air. Voilà. Et là où il a raison, Max, là, je t'ai contredit, mais là où tu as raison aussi, c'est que c'est vrai, on parle de la qualité et tout, mais c'est vrai que la gestion, tu vois, vraiment, même Fabien Ruiz, quand il met, juste avant de mettre son but, la prise de position, le positionnement qu'il a, ils sont quand même au ralenti, ils ont adapté. Oui, voilà, le match, c'était pas d'une haute intensité Paris s'en sort grâce à son aisance technique, évidemment, ou l'Atlético Madrid, tactique aussi, et technique, forcément. Bon, l'Atlético Madrid, on sait, là, c'est Simeone, on sait que la rigueur est de mise, un jeu dur qui est pas vraiment, qui mise pas vraiment sur les transitions rapides. Bon là, c'est vrai que les conditions étaient un peu bizarres, mais ça ressemble vraiment à un match de pré-saison, et c'est pour ça qu'on a un peu de mal à s'emballer. Ouais. Après, comme a dit Eric, là pour le coup, ils ont roulé sur une faible équipe, mais il fallait quand même le faire, mettre 4 buts, y compris les jeunes, puisque Mayoulou a encore marqué. Ouais. Donc il concerne tout le monde. Et puis ce sera pas Botafogo et le Seattle Sounders qui vont faire de l'ombre à Paris, mais de toute façon, on avait déjà dit que plus on avancera, plus il y a de grandes chances que les Européens. Pourvu qu'elle nous passionne un peu plus. Moi, j'ai trouvé sur ce match-là le point noir vraiment, c'est l'attitude de Simeone qui critique l'arbitrage. Non, mais il y a un moment, t'as pris une valise, tu vois. Ils n'ont pas touché terre. Oui, baisse les yeux, dis merci aux adversaires. Je le faisais quand j'étais entraîneur avec les petits. À un moment, tu prends une valise, ça m'est arrivé, tu vas dire merci, bravo, et puis voilà, et puis t'essayes de travailler pour revenir. Merci quand t'as pris 4-0. Oui, ça lui ressemble pas. Non, justement, c'est là où c'est très important. Voilà, Spalletti, les grands coachs, ils vont serrer la main, il n'y a pas d'amertume. Simeone est parti dans un truc, dans un discours. Non, mais merci en tête à tête, quoi. Tu dis au mec, bravo, merci. Mais bon, c'est peut-être sa façon un peu de protéger son groupe. Il y en a beaucoup qui le font ça. Parce qu'ils veulent pas balancer la pierre aux joueurs pour pouvoir peut-être les récupérer sur les matchs d'après. Mais tu vois, quelqu'un qui a connu le haut niveau, tout de suite, il te remet. Il est bon, il progresse à ton contact. Depuis qu'il est avec toi, je trouve qu'il progresse. C'est vrai, bravo à toi. La minute de Pierre. Alors, la minute de Pierre. Alors, Urawa. Non, mais en plus, pour finir sur Simeone, et le connaissant un peu, il a aussi sauté sur le fait qu'hier, il y a eu l'AVAR qui a accordé un penalty après revisionnage sur la main de Lenormand, un but refusé à Alvarez, un rouge à Clément Langlais. Bon, lui, il en faut pas plus. Nul, Simeone nul au prochain. C'est qui le prochain? Non, mais il est pas nul, Simeone. Non, mais le point positif, j'ai donné le négatif, mais le point positif, c'est qu'il y a des nouvelles règles et ils ont l'air de les appliquer, parce qu'à l'habitude, on parle un peu dans le vide. Et là, ils ont profité pour faire des essais là-dessus. Ouais, mais c'est bien. C'est bien. L'anglais, je crois qu'il prend le rouge parce qu'il conteste. Oui, tout à fait. Voilà, là, tu parlais du corner tout à l'heure qu'il a donné l'arbitre. Il y a un moment, il y a des règles. Et moi, puis il est surtout à la rue. Oui, il n'avance pas. Vraiment, il est au bout du bout. C'est souvent lié quand t'es à la rue, que tu mets plus un pied devant l'autre. C'est un bon joueur. Ça fait un peu de peine de les voir dans cet état, quand même. Ah ouais. J'aimerais pas être supporter de l'Atlético. Ouais, on sait que c'est énergivore, cette manière de jouer. Après, il y a des joueurs qui peuvent parfois s'ennuyer. On sait qu'Antoine Griezmann a prolongé, ce qui va vraiment être aussi motivé la saison prochaine. On sait que Julian Alvarez est très très courtisé aussi cet été par les autres écuries européennes. Donc voilà. Mais là où c'est fort, et pour moi Simeone n'est pas nul, Eric, c'est qu'il a quand même Simeone, on dit. Simeone. Oui, non, mais c'est pas grave. Il débute. Chaque année, c'est le top 3 en Espagne. On est à l'antenne, quand même. Ah, c'est vrai. Et depuis quand? Chaque année, c'est top 3 en Espagne. Ok, c'est pas forcément beau à voir, mais il est là depuis très longtemps, et maintenir ce club dans les standards européens, moi, je trouve ça fort. Après, c'est pas mon football, c'est pas mon football. Mais ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Peut-être que lui aussi, il est un petit peu épuisé. Peut-être que le discours, il passe moins. Moi, j'ai pas compris le système de jeu, ce qu'il a mis en face. Alors, c'est sûr que le PSG est au-dessus et c'est difficile à jouer. Mais entraîner comme ça, les mecs, ils sont totalement vidés. Ils vieillissent beaucoup plus vite que les autres. Parce que lui, il a toujours l'impression d'avoir la rage. Il vit le match. S'il pouvait jouer, s'il pouvait remettre les crampons. Là, c'était un joueur rugueux à l'époque déjà à la Lazio, etc. Il y a Gattuso aussi. C'est vrai, mais en plus, ce qui est surprenant, c'est que beaucoup de joueurs, quand l'Atlético s'intéresse à eux, ils veulent y aller. Je sais que Théo Hernandez est très chaud pour les rejoindre, donc je sais pas ce qu'ils veulent. Ils veulent s'épuiser là-bas. Bon.
je te coupe encore. Non, moi j'aime bien couper. avec plaisir. De temps en temps, faut le couper, faut pas avoir peur. On va marquer la deuxième page de publicité. On revient tout de suite après ça. Restez avec nous sur les vraies voix du foot. Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. Vous êtes toujours avec nous sur les vraies voix du foot. Tonton Maurizio, Pierre Grégoire, Eric Blondel, Théo, Angelo et les deux princesses qui nous donnent de la force dans le studio que vous verrez peut-être à la fin. Théo qui va nous redonner nous faire le point sur les deux questions du jour. Max à la réalisation. Et avant de revenir sur le mondial des clubs et sur les transferts, parce qu'on a un transfert, j'ai un transfert à gauche et deux transferts à droite. Théo, un petit point sur les questions du jour. Je m'installe tout doucement. Vas-y, installe-toi. Alors, je vous rappelle les deux questions qui sont posées sur le Twitter de Sud Radio. La première, est-ce que les équipes européennes devraient refuser de participer à la Coupe du Monde des clubs? Toujours 61% pour le non contre 39% pour le oui. Et deuxième question, le PSG est-il déjà le grand favori de cette Coupe du Monde des clubs? Ça a un peu bougé, 57% pour le non contre 43% pour le oui. Voilà, merci Théo. Si les équipes européennes jouent pas, ça sera plus une Coupe du Monde des clubs, je comprends pas. J'ai pas entendu. Ouais. Si les équipes européennes jouent pas, c'est plus une Coupe du Monde des clubs. Bah non. C'est vrai. Oui. Non, c'est vrai. Mais je crois pas que ça voir. arrivera. Je sais pas. Je sais pas. C'est dur, là, c'est vraiment expérimental. Vous La voulez que je première, réponde à ça J'aime pas tellement. Non, mais alors là, les gars, je vous aime beaucoup, mais On a pas eu ton avis. Autant quand tu regardes Pierre avec ton regard de Ventura, ça m'amuse. Par contre, quand tu me regardes moi, ça m'amuse moi. Merci Théo, t'es un champion. On va enchaîner tout de suite. On a eu des fois importantes. On a eu il y a pas longtemps Michael Panos. Je sais pas déformer son nom sur notre plateau. Michael Panos, qu'on a eu ici, qu'on a invité, t'as gentiment invité Mauricio dans ton émission. Il nous a fait un coucou à la fin. Qui nous a fait un petit coucou. Il était avec son papa Jean-Claude et il a signé à j'ai du mal à le dire, Voluntari, c'est un club roumain. Et il a signé un contrat de 2 ans. Il est dans l'avion pour aller signer là-bas. Je suis très très heureux, très content pour lui parce que il est resté pendant 6 mois sur le carreau. Ouais, il était un peu inquiet. Les Roumains veulent le récupérer. Il va partir sur 2 ans. Ouais. Voilà, et ça me fait plaisir pour lui, pour sa famille. Puis Michael Panos, c'est reparti pour une saison. Voilà. Peut-être même pour 2, j'espère d'ailleurs. On est très content. Et tu vois, on lui a apporté fortune. Il est venu là, il a trouvé un club. Voilà. Vous cherchez un club, venez. On est regardé, on est écouté en Roumanie. Je vais te dire, déjà c'est un bon petit. Ouais. C'est une famille, comment dire, qui est toujours derrière lui, qui ne le lâche pas. Le papa, ils sont très famille. Le père, il est toujours derrière lui. Et il méritait, parce qu'il a quand même joué à Saint-Etienne, à Châteauroux, était formé à Châteauroux. Et à Saint-Etienne, il était la doublure de Mathieu Debuchy. Voilà. Mais il méritait quand même de retrouver un club. Moi, j'aurais préféré qu'il reste en France. On est très content. C'est bien. Moi, je suis très content que tu parles de la famille qui est autour de lui, parce que c'est très important pour les mômes qui nous écoutent. Très important d'avoir, non, mais sa maman Sophie mais d'avoir un staff autour, d'avoir le cadre familial. Oui, ses parents s'occupent de toute sa gestion, ses papiers, tout ça. Le papa et la maman, le père, ils sont adorables et ils s'occupent bien de lui. Et puis là, ils sont récompensés parce qu'en fin de compte, il va partir. Il est dans l'avion, pour signer. Et en plus, le papa paye les pizzas. Enfin, ça. C'est vrai que quand on va jouer dans des championnats un peu exotiques comme ça, il y a un risque d'isolement qui on peut le dire. Alors, je lui souhaite évidemment pas. Et c'était un super mec qu'on avait reçu ici, donc ça lui arrivera pas, je suis sûr. Mais il m'avait dit aussi en off qu'il avait eu des expériences plus mitigées ailleurs. Et c'est vrai que si t'as pas la famille, il a joué en Pafos, il a joué en Albanie. Et ça s'était mal passé formé à Châteauroux, Saint-Etienne, on est très 2 content ans. pour lui. Et mon pote Durel qui joue en Roumanie. Et il faut pas croire, c'est un championnat relevé. Oui. Voilà. On enchaîne avec les transferts de... Ouais, j'en ai quelques-uns. Alors, un peu loin, il va pas... Tu as coupé 5 minutes, on est obligé de revenir. Non, pas du tout, c'était au cas où. J'étais... Le gars, il est bientôt 21h. J'attendais les infos de mon ami Bastien Aubert, mais il les a pas sortis celle-ci. C'est Neymar, alors qui n'ira pas en Roumanie, mais qui est attendu potentiellement à Fenerbahçe. Il y a une grosse offre qui a été faite pour le Fenerbahçe de José Mourinho, ce qui est surprenant, surprenant ou pas, parce qu'il me surprend, c'est surtout son niveau, toujours la même question. Quel Neymar ils vont récupérer à 33 ans? Fenerbahçe qui a fini 2e du championnat turc, toujours entraîné par Mourinho, qui s'active sur Neymar et sur Hong-Min-Son, que Mourinho a eu à Tottenham. Hong-Min-Son qui aussi arrive en fin de cycle à Tottenham. Ils ont, malgré l'Europa League, ils ont fait une saison catastrophique. Les Spurs ont fait une 17e. Donc Son potentiellement en Turquie. Autre vieux de la vieille, puisque si Son ou Neymar arrivaient à Fenerbahçe, il y aurait un départ. C'est Edin Dzeko, l'éternel Edin Dzeko, lui aussi à 39 ans, qui est attendu encore à la Fiorentina. Donc il a encore des services à apporter. Je vous dis ce qui tombe un petit peu, parce que comme c'est fermé pour les gros clubs, on l'a dit, Moses Simon
jeune au Paris FC qui s'active toujours. Alors c'est un peu calmé, mais il était sur Stassin, l'attaquant stéphanois, qui a fait une saison plutôt correcte malgré la défense. Et sur Ganagay, mais là c'est un peu au ralenti. Ça sera un gros coup, l'ancien milieu parisien d'Everton. Et autre ancien parisien, Mike Maignan, qui avait dit qu'il voulait rejoindre Chelsea. Chelsea qui a pas eu le temps de le faire avant le mondial des clubs, mais Chelsea qui a surtout dit qu'il mettrait pas plus de 15 millions pour lui. Et ça, pour Milan, c'est net. Surtout qu'Allegri, qui est revenu à Milan, veut en faire une vraie figure, un leader au sein de l'équipe. Donc il y a de grandes chances que Maignan reste et rempile au Milan AC. Je finis avec Manchester City. Oui, c'est une bonne chose pour lui, je pense. Je finis avec Manchester City, Eric, mais si tu veux intervenir, n'hésite pas, parce qu'on a parlé de Guardiola et de renouvellement. C'est la fin de cycle pour Jack Grealish. On en a parlé la dernière fois, à 29 ans, Jack Grealish qui va vraisemblablement, en tout cas, qui est poussé vers la sortie, un peu comme Gundogan et Kyle Walker, qui va revenir de son prêt du Milan AC, prêt qui a pas du tout marché et qui va partir aussi. Grealish, on l'attend en Angleterre aussi, Newcastle et Everton sur le coup, mais à 29 ans, je trouve qu'il a encore de belles choses à apporter. Moi, je trouve que c'est un beau joueur. C'est un super joueur. Faut qu'il soit juste en confiance. Voilà, comme beaucoup de joueurs. Et une bonne hygiène de vie. Voilà. je le coupe. T'inquiète pas, je le coupe. Il est coupé, il parle plus. Voilà. Je voulais qu'on parle des droits TV et de la prochaine probable chaîne de télé de la Ligue qui devrait être annoncée. Le projet de monsieur que je déforme pas son nom, Tavernost. Est-ce que c'est une bonne idée? Le foot français a-t-il enfin trouvé sa chaîne idéale, Pierrot? Comme on le dit souvent, et pas que pour Gattuso, laisser sa chance. Tu l'as pas coupé longtemps. Non, faut laisser sa chance au produit, Eric. Mais après, j'aurais ton avis. C'est vrai que c'est un projet naissant. C'est l'idée de chaîne de Nicolas Taverneau, l'ancien patron des Girondins de Bordeaux et d'M6. Ils ont déjà essayé. Notamment, ça. Voilà, ils ont déjà essayé. Après, là, l'idée, ce serait vraiment de mettre une chaîne unique avec 8 matchs sur 9 sur cette chaîne-là. Potentiellement le 9e qui appartient toujours à Bein ensuite, donc ça c'est en discussion. Donc la Ligue 1, full Ligue 1 dessus, avec un forfait à pas plus de 20 €, voire même une offre préférentielle pour les jeunes. Est-ce que la Ligue 1 arrivera à se vendre? Je sais pas, parce que j'ai l'impression que le PSG est un peu l'arbre qui cache la forêt. Après, s'il y a des coûts un peu sur le marché des transferts en termes de visibilité, si Pogba vient à Monaco, par exemple, ça peut vendre la Ligue 1 ailleurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que vont payer les foyers. Voilà. Parce qu'il y a trop de chaînes de foot et il y a des gens qui gagnent pas, qui ont du mal et qui gagnent pas bien leur vie, et ça serait quand même bien qu'ils fassent un effort un petit peu, qu'ils pensent un peu à ça, parce que le Dyson là, de je sais pas quoi, comment ça s'appelle de cette année, je peux te dire que aspirateur. Ouais, mais pour moi c'est ça, c'est plutôt Dyson qu'autre chose. C'est pas possible, c'est un truc de fou. Pour regarder une saison de football, il te faut 75 chaînes. Ouais. Non, 20 € par mois, tu sais un petit peu. Non, tu les mettrais toi, Eric? Il faut voir aussi. 20 €, ça n'est pas du bouquet, c'est t'as tout. Oui, parce que t'as Canal aussi avec la Ligue des Champions, t'as je sais pas quoi encore, donc il faut faire 20 € que pour la Ligue 1. Oui. Ouais. Voilà. Que pour la Ligue 1. Même pas en Ligue 2, rien. Est-ce que les gens vont mettre 20 C'est ça € qui est important, c'est qu'ils ont qu'à faire, ils ont qu'à se réunir et regarder ce qui se passe dans les foyers. Parce que c'est bien beau de dire on veut faire de l'argent, il faut les droits télé et tout ça. Bon, puis même s'ils s'appuient sur Canal, je pense que ça va être une offre en plus de déjà les offres qui sont proposées par Canal. Enfin, faudrait qu'on fasse ça serait la même chose qu'avec DAZN, mais un peu moins cher. Et enfin, c'est une mauvaise voie pour le football français. Hein, ça. Voilà. On le sait tous. Hein. On subit encore de plein fouet la manière dont Canal a été de plein fouet la manière dont Canal a été écarté des discussions. On avait dit pas le privé. Martinet. Donc voilà, on va suivre ça de près, et puis on a envie d'avoir une chaîne unique où on peut tout suivre, quoi. On en reparlera. Il nous reste 1 minute 30. On aime bien dans notre émission à nous, je ne sais pas si les autres le font, on aime bien rendre des hommages, et on c'est toujours un petit peu des surprises. On a Théo et Angelo qui sont deux fanatiques de football. Venez nous rejoindre, parce que je vais vous poser 1 ou 2 questions, vous ne serez pas venus pour rien. Les princesses, elles sont cachées, on vous donne pas la parole. Ils sont tous très bons. Voilà, on a 2 princesses qu'on veut pas se faire prendre, alors elles sont cachées. Vous voulez venir ou pas? Vous voulez participer? Non, elles sont timides. Voilà, on a Théo et Angelo. Angelo, première question, quel est ton club? Napoli. Voilà, c'est mon préféré. Non mais dis-moi, tu l'as fait exprès. Il a dit Empoli. J'ai dit Empoli, exactement. Alors Angelo, t'es supporter de la Juve. De la quoi? De la quoi? De la Juve. Bon, je t'ai pas fait venir pour te chambrer. Non. Chacun a le droit d'être. Oui. Tu m'as dit t'es tombé dedans tout petit, et puis voilà. Ça arrive à des gens bien aussi, c'est pas grave. Voilà, oui. Et puis maintenant il y a des traitements, médicaux, tout ça. La Juve, ils connaissent bien les traitements. Voilà, tu vois, on est objectif. On invite des gens, c'est pas des ennemis, mais bon, footballistiquement parlant, on est très très loin. J'ai beaucoup aimé le discours sur Conte. Ouais. Ça aurait été bien de dire qu'il a quand même appris le football à la Juve.
Voilà. Tu vois, et ben, il s'est vite adapté, Angelo. C'était l'apparition la plus rapide de l'histoire de la radio. Au-delà d'avoir un bon prénom, voilà, il s'est adapté, il est dans la vanne. Théo, ton club. Bonsoir, l'AC Milan. J'ai aimé le foot grâce à Pippo Inzaghi, moi. Avec des Italiens, si, c'est pas Et possible. pas avec Gattuso. Et Paris Saint-Germain, Théo. Le PSG aussi, comme Angelo, puisqu'on a cette attache entre la Sardaigne et la France, mais l'AC Milan en premier temps. Voilà, vous êtes tous les deux d'origine italienne, mais vous kiffez le PSG. Vous êtes content, vous êtes champion d'Europe. Ouais, c'est une belle chose. Après, moi, pour le coup, j'ai toujours eu ces deux clubs-là. Et l'an dernier, il y a eu AC Milan PSG en Ligue des Champions. Difficile. J'ai vraiment compris que j'étais pour l'AC Milan à ce moment-là, pour le coup. Et moi, tu vois, j'ai pas besoin qu'il y ait une autre confrontation. Je sais que je suis pour le Napoli. Tu vois, mais comme ça dans la vie, c'est voilà. S'il joue une équipe française la saison prochaine, ce serait intéressant. Ah oui, ça sera marrant et puis ça sera super sympa de voir le Napoli en France. Il nous reste plus de temps. Il faut fini, ouais. Voilà, il faut que je vous salue. Merci. C'est toujours un plaisir de venir. Merci Angelo et Théo. On vous a fait un petit clin d'œil. Merci à nos deux princesses qui nous ont donné de la force dans le studio. Et je sais de quoi je parle. Maxime à la réalisation, meilleur réalisateur de la planète. De loin. Pierre Grégoire. On vous dit à mercredi prochain. Mercredi prochain, je vous donne une info importante. Ça sera la dernière émission. Quoi ? Ma dernière émission de la saison et peut-être sur un nouveau départ. On verra. Pour l'instant, je vous annonce que ça sera ma dernière émission. Voilà, et j'en dis pas plus. Je vous embrasse tous et je vous dis merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis cette année. Et on vous dit à mercredi prochain, soirée, mes amis. 20h, 21h. Ciao. Bonne soirée.